Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat sur l'éducation, bonsoir. Nous ouvrons cette émission par la rubrique Actualité sur l'éducation que nous appelons Actu Éducation. Note circulaire du ministre de l'Éducation nationale en date du 17 novembre 2025. Le ministre Mama Omoru dit ce qui suit dans cette note circulaire 044 CAB SG relative au renforcement de la discipline et au respect du règlement intérieur dans les établissements scolaires. En instincto, le ministre dit ce qui suit. Il m'a été donné de constater une recrudescence préoccupante des cas d'indiscipline dans les établissements scolaires, aussi bien du public que du privé. Cette situation compromet sérieusement le climat d'apprentissage et résulte pour une large part d'un relâchement dans l'application rigoureuse du règlement intérieur dans les établissements scolaires. Le règlement intérieur, dira le ministre, constitue un instrument essentiel de gouvernance scolaire. Il définit les règles de vie au sein de l'établissement, les droits et devoirs des élèves, du personnel enseignant et administratif, ainsi que des parents d'élèves. Il précise également les comportements attendus, les mesures disciplinaires applicables et les sanctions encourues en cas de non-respect des règles établies. Or, il apparaît que le processus d'élaboration, d'actualisation, de mise en œuvre et de suivi de ce document n'est plus mené avec la rigueur nécessaire. Les comités de suivi, notamment les comités d'élèves, de parents d'élèves, de gestion d'établissements scolaires et les personnels d'encadrement ne remplissent plus pleinement leurs fonctions, ce qui favorise un laxisme préjudiciable à l'ordre et à la discipline dans les établissements scolaires. Un tel laxisme a exacerbé l'indiscipline tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements scolaires. Des élèves continuent d'utiliser le téléphone portable à l'école malgré l'interdiction qui en est faite. Certains d'entre eux n'observent plus le rassemblement sous le mât. Somme toute, l'école de la République togolaise est menacée. Le ministre poursuit. Face à cette situation, il est impératif de relancer et de rendre pleinement opérationnels tous les comités concernés afin d'assurer une actualisation effective du règlement intérieur adapté aux réalités actuelles des établissements. Une application stricte des règles de vie scolaire par tous les membres de la communauté éducative et un suivi rigoureux des mesures disciplinaires prévues en cas de manquement. J'engage donc, dira le ministre de l'Éducation nationale, les directeurs d'école, les chefs d'établissement, tant publics que privés, laïcs ou confessionnels, à veiller sans délai à la mise en œuvre effective du règlement intérieur et à l'application sans complaisance des sanctions prévues en cas d'infraction. Les directeurs régionaux de l'éducation, le personnel d'encadrement et les conseillers principaux d'éducation au secondaire à assurer un contrôle permanent du respect des présentes dispositions et à rendre compte régulièrement de leur exécution. Le ministre termine en disant ce qui suit. Tout élève qui se rendrait coupable du non-respect des dispositions du règlement intérieur de l'établissement scolaire, qu'il soit public ou privé, il a bien précisé, qu'il fréquente sera sanctionné. Le respect du règlement intérieur est un gage de discipline, de responsabilité et de réussite de tous. Fait à Lomé le 17 novembre 2025, le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omoru. Donc, c'est sur cette note circulaire que nous bouclons la rubrique Actu Éducation. Ça nous amène à notre rubrique Débat thématique.
la non-violence éducative pour permettre aux apprenants, surtout les filles, de pouvoir exceller, de s'épanouir, d'apprendre, d'accéder à l'école, de se maintenir à l'école et de faire de belles performances. Nous avons décidé d'en parler parce que l'État seul ne peut pas mener cette bataille et la réussir. Oui, l'État se fait toujours accompagner par des partenaires qui sont sensibles à cette situation, à ce problème d'éducation violente dans les établissements scolaires et des centres d'apprentissage et même dans les communautés, dans les familles. Et une ONG, Creuser Togo, basée à Sokodé, a décidé, avec l'appui de ses partenaires, d'accompagner l'État à travers un projet intitulé École amie des enfants. Si je suis ami avec toi, je ne peux pas exercer la violence sur toi. Non, ce n'est pas possible. Et donc, c'est les contributions, l'impact de cette contribution de l'ONG Creuser Togo que nous allons aborder dans ce numéro avec, pour inviter le chef projet, il est venu de Sokodé, M. Christian. Bonsoir. Bonsoir Marcel Tori. Quand on dit école amie des enfants, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? École amie des enfants, nous voulons effectivement bâtir un monde ou bien une école où les enfants n'ont pas peur de s'y rendre. Ils y vont de façon très aisée. Ils y vont pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à lire, à écrire dans la joie et continuer d'aller, ne pas avoir peur en allant à l'école qu'il risque de rencontrer telle ou telle personne qui pourra exercer de violence sur lui. Justement, on doit créer ce monde-là autour de nos écoles afin que les enfants, en allant à l'école, soient contents et réclament même d'aller par eux-mêmes à l'école, mais ne pas être forcés à y s'y rendre. C'est ça. Alors, pour que cela soit possible, nous allons vous projeter un reportage qui décrit un peu la situation qui a amené l'ONG Creuser Togo à initier ce projet très important pour contribuer à l'apaisement dans l'environnement scolaire, dans certaines préfectures bien entendu, puisqu'ils ne pouvaient pas embrasser tout le pays, voilà, et à créer un climat social favorable aux apprentissages et aux amitiés durables. Voilà, suivons donc ce reportage et on va rapidement revenir écouter notre invité. Au Togo, aller à l'école avec joie, apprendre avec joie est un droit et une aspiration profonde des enfants. Cependant, malgré les efforts du gouvernement appuyés par les ONG de protection des enfants pour leur assurer un environnement protecteur, tous les enfants à l'école ne jouissent pas de ce atout. En effet, les enfants continuent de subir toutes sortes de violences. Ces violences, quelquefois, commencent à la maison, se retrouvent dans les lieux publics, les espaces de distraction et dans les établissements scolaires. À l'école, les enfants subissent les brimades, les châtiments corporels et parfois des abus sexuels comme le témoigne un inspecteur d'éducation nationale. Dans le milieu, certains enseignants continuent par exercer de la violence sexuelle et la violence physique. Certains enseignants qui continuent de tenir un bâton pour dire qu'ils vont intimider les élèves pour enrayer ou bien pour diminuer le retard, par exemple. Il y a aussi les attouchements qui continuent. Selon l'analyse des droits des enfants réalisée par le gouvernement togolais avec l'appui de l'UNICEF en 2022, les violences sur les enfants sont fréquentes à l'école. Bien, M. Christian, quand on parle de non-violence éducative, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Nous entendons par là l'éviction ou la proscription totale de toute forme de violence en milieu scolaire. Je voudrais parler par là des violences physiques, verbales, psychologiques, même des violences sexuelles. Alors, toutes ces violences dont vient de parler M. Christian de Creuser Togo, ont nécessairement des conséquences sur les victimes. Et les premières victimes, c'est beaucoup plus les filles. Alors, nous avons tendu le micro à une inspectrice d'éducation nationale qui nous clarifie davantage les impacts des violences, toute forme de violence sur les enfants à l'école. On va l'écouter et on revient rapidement avec notre invité. Si la majorité de ces violences sont psychologiques, 88,6% des cas, les châtiments corporels, 21%,
Les violences sexuelles ne sont pas systématiquement rapportées à cause des normes sociales qui imposent une quasi-silence et se soldent par une impunité des auteurs. Les conséquences de ces violences sont évoquées par le personnel d'encadrement. Que ce soit les violences physiques, les violences verbales, les violences économiques, les violences sexuelles, cela a un impact négatif sur la vie des apprenants, que ce soit dans la communauté comme en milieu scolaire. Lorsqu'on exerce une violence physique, c'est que l'enfant peut avoir des blessures sur le corps, peut avoir des traumatismes, il peut avoir des traces au niveau des infections sexuellement transmissibles aussi. Il peut avoir des blessures au niveau du sexe. Ça, c'est sur le plan physique, ça. Maintenant, quand nous prenons sur le plan psychologique, cela affecte aussi psychologiquement l'enfant par rapport à la diminution de l'estime de soi, par rapport au repli sur soi également, et même la prise de parole en groupe. Les apprenants ont du mal à s'exprimer en groupe. Donc sur le plan également, en milieu scolaire également, il y a le manque de concentration chez les enfants. Lors des apprentissages, vu que l'enfant est traumatisé, l'apprenant a peur de prendre la parole en classe pour se concentrer, suivre les enseignements apprentissages lors des déroulements des leçons. Quand nous prenons les violences, par exemple, verbales, lorsqu'on injure un enfant, ça aussi, ça entraîne la diminution de l'estime de soi. C'est-à-dire que l'enfant se voit toujours diminué, sans valeur. C'est comme s'il n'est pas capable de quelque chose. Et du coup, il n'arrive pas à réagir en classe comme cela se doit. Il se sent humilié. Bien, alors votre organisation, comme je l'ai dit au début, a décidé d'accompagner l'État dans, disons, la création d'un environnement favorable aux apprentissages, d'un climat social favorable. Alors, quel est le diagnostic que vous avez fait qui vous a amené à initier un tel projet? Parce qu'un projet parle nécessairement d'un problème auquel vous voulez contribuer à apporter une réponse, même des réponses durables. Je pense que, en tant qu'acteurs de la société civile, nous intervenons à résoudre ou à contribuer aux côtés de l'État, tant soit peu dans la résolution des petits soucis qui peuvent aussi émaner le secteur éducatif. Et naturellement, sur le terrain, le constat est tel que malgré de grands efforts fournis par le gouvernement et d'autres acteurs dans le système, on constate qu'il existe bel et bien encore des violences en milieu scolaire. Et ces violences conduisent parfois les enfants à abandonner précocement, à poser des actes qui ne répondent pas véritablement au système de l'éducation. Pour lequel ils sont à l'école. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir ces enfants dans l'éducation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les encourager, surtout les filles, à s'intéresser à l'école? Et c'est justement pour répondre à ces questions-là que Creuset Togo, avec ses partenaires, a initié le projet École Amie des enfants. Et ce projet qui s'exécute dans les préfectures de Tchamba, d'Ankpen, Oti Sud et Kéran. Nous sommes pratiquement aujourd'hui dans la 3e année de mise en œuvre de ce projet. Et je peux avouer qu'il y a quand même de très bons résultats dans la mise en œuvre de ce projet. Alors, est-ce que vous êtes parti d'une étude diagnostique avant d'intervenir ou bien comment ça s'est passé? Quelle est la méthode que vous avez utilisée? Oui, justement, il y a eu une étude diagnostique, comme je viens de le dire, tout à fait en se basant sur aussi les différents instruments du ministère de l'Éducation, notamment le plan sectoriel de l'éducation, et certains instruments également qui nous ont permis, notamment les études de base d'autres projets avec d'autres partenaires qui ont déjà intervenu dans ces milieux. Je vais citer entre autres Plan International Togo, et également creuser sur la base de certains projets déjà exécutés dans ces milieux, les résultats et les recommandations de ces précédents projets ont permis donc de poser le diagnostic selon lequel il y a nécessité d'intervenir en créant des cadres autour des écoles pour faciliter l'éducation de nos enfants.
Et vous allez pouvoir constater également que les 4 préfectures que nous venons de citer sont pratiquement des préfectures frontalières. Et quand nous prenons des documents statistiques de l'État togolais ou du ministère de l'Éducation, nous allons pouvoir constater que dans ces préfectures, les taux d'abandon sont un peu plus élevés. Des enfants à un certain âge voudraient facilement oser, tenter aussi de traverser la frontière, d'aller ailleurs pour essayer ou bien pour tenter de voir comment ça se passe par là. Et ça fait que les taux d'abandon sont un peu plus élevés dans ces milieux. Et donc, vous travaillez... Et justement, il y a eu nécessité d'intervenir pour au moins retenir ces enfants, les aider et les encourager à pouvoir fréquenter aisément dans leur milieu. Pour intervenir, c'est ceux qui accompagnent les enfants, ceux qui éduquent les enfants. Est-ce que c'est sur eux que vous avez agi pour qu'ils assument leurs responsabilités? Tout à fait. Nous avons plus agi sur les enseignants, sur également les décideurs, puisque nous avons eu à mener des plaidoyers au niveau régional, au niveau des directions régionales de l'éducation, pour échanger avec les responsables régionaux sur la situation de certaines écoles, de certaines situations d'abandon. Et ensemble, il y a eu des mesures qui ont été prises par rapport à l'intervention, par rapport même aux communautés, de comment se prendre en impliquant bien entendu ces communautés, certains élus locaux dans la prise de certaines décisions qui puissent arranger les enfants. Alors, nous avons ciblé particulièrement, comme je le disais tantôt, surtout les enseignants. Nous avons ciblé également les décideurs, comme je le dis, au niveau régional et préfectoral. Je vais parler des inspecteurs. Nous avons ciblé également les enfants. Comme on le dit souvent, tout ce qu'on fait pour moi, sans moi, n'est pas pour moi, ou c'est contre moi. Alors, nous avons, au cours de l'exécution, organisé, préparé, renforcé les clubs d'enfants dans ces préfectures. Avant que vous n'abordiez l'intervention sur les clubs d'enfants, je voulais qu'on commence par les enseignants. Oui. Alors, pour aller vers les enseignants, nous avons tendu le micro à certains enseignants pour nous dire ce qui amène un enseignant à exercer surtout la violence physique, psychologique sur un enfant. On va les écouter avant que vous ne développez toutes les actions menées à leur endroit pour un changement de comportement vis-à-vis des enfants, pour qu'ils soient amis des enfants, puisque le thème ou le titre du projet est intitulé « École amie des enfants ». Suivons donc certains enseignants que nous avons interviewés. Une classe pléthorique peut faire l'objet de violences lorsque l'enseignant ne maîtrise pas les stratégies pour conduire une classe pléthorique. Parce que lorsque vous avez des enfants et que le nombre vous dépasse, il faut savoir que vous devez connaître les outils qui vous permettront de mieux maîtriser les enfants. Ça passe par l'organisation. Et l'organisation, là, il y a au moins 2 outils qui permettent de faire ce travail-là. Il y a le tutorat et le monitorat qui mettent les enfants en contribution dans la gestion de la classe pour éviter la violence. Parce que lorsque les enfants parlent que le maître, bien l'enseignant ne se maîtrise pas, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce la violence sur les enfants. Donc pour éviter ces choses-là, il faut que l'enseignant soit celui-là qui non seulement a l'amour des enfants et qu'il connaisse, comme le psychologue vient de le dire, la psychologie des enfants, parce que ce sont des données ou bien des concepts qui nous permettent de maîtriser mieux les enfants et les accompagner selon non seulement la mission éducative. Qu'est-ce qui amène l'enseignant à exercer la violence sur l'apprenant? Un retard non justifié ou de refus de traiter les exercices. Un enseignant qui n'est pas sensibilisé sur les conséquences des violences, les conséquences immédiates et à long terme, peut par ignorance exercer la violence sur les enfants, surtout
si l'enseignant est en début de sa carrière et il n'est pas passé par une école de formation. Alors, donc vous les avez suivis, voilà. Certains ont évoqué les conditions d'apprentissage, voilà, et d'autres ont parlé du manque de formation, voilà, etc., etc. Alors, allons-y. Parlons d'abord des enseignants et après, vous allez enchaîner avec les actions sur les clubs d'enfants. Au niveau des enseignants, au total, ils sont 300 à être renforcés, plus un recyclage. Et nous avons renforcé les 300, mais au niveau préfectoral, 75 par préfecture. J'avoue quand même que c'est vrai, les chiffres semblent ne pas être importants, mais ça demande beaucoup de moyens financiers. Ces enseignants ont été renforcés vis-à-vis de leurs responsabilités envers les enfants. Mais particulièrement les filles. Particulièrement les filles. Et je pense que sur le terrain, la réalité est tout autre. Puisque certains enseignants, au cours des renforcements, ont pu avouer, relever un peu ce qui les pousse effectivement à exercer comme on l'avait dit tout à l'heure dans des violences. Ouais, Voilà. Mais on ne peut pas, par exemple, dire qu'ils ont raison pour le fait qu'ils ont exercé de violences sur les enfants. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors, bien au contraire, les enfants étant des êtres immatures, des êtres en développement, ont besoin d'une attention particulière, ont besoin de l'amour de tous. Et leurs actes qu'ils posent, généralement, ne sont pas des actes responsables pour le fait qu'ils sont en développement. Et naturellement, il faut une personne un peu plus responsable. Pour cela, qu'est-ce que vous leur avez donné? Est-ce que c'est des méthodes non violentes, des méthodes de contournement? C'est quoi vous avez donné comme renforcement de capacité pour les mettre dans des dispositions qui vont les amener à finalement éviter d'exercer quelque forme de violence sur les enfants? Oui, justement, il y a par exemple des méthodes. Nous avons développé plusieurs modules au cours de la formation avec les enseignants. Il y a des méthodes alternatives qu'il faut plutôt utiliser au lieu de la violence classique que nous connaissons envers ces enfants. Et il faut souvent se passer de la colère, de l'énervement et pouvoir étudier, connaître même son élève. C'est vrai qu'il y a ce problème d'effectif qui se pose parfois que nous avons pu constater, mais il faut faire un effort. Et lorsqu'on connaît l'enfant, et quand je parle de connaître, c'est pas connaître l'enfant quand il vient à la maison, même parfois jusqu'à sa maison. Quelles sont les conditions qui entourent cet enfant-là? Et ensuite, lorsque par exemple, l'enfant pose un acte anormal ou bien il pose un acte qui ne respecte pas ou bien qu'il ne travaille pas bien, on veut le sanctionner. Au lieu d'aller directement à la sanction que nous connaissons, il faut plutôt trouver des sanctions positives. Et quelles sont par exemple ces sanctions positives? Si l'enfant arrive à l'école en retard, on n'est pas obligé de le frapper. Mais il y a d'autres mesures à prendre éducatives, des mesures éducatives d'ailleurs. D'abord comprendre pourquoi il est venu en retard. Justement. On va arriver tout à l'heure au deuxième porteur d'obligation, les parents. Mais justement, c'est que très souvent, nous ne comprenons pas, nous ne savons pas tout ce qui entraîne les comportements de ces enfants. Et facilement, c'est la violence qui est la réponse aux actes qu'ils posent. Ils ne connaissent pas d'autres méthodes pour éviter la violence. Tout à fait. Et donc, ces enseignants, par exemple, qui ne maîtrisaient pas ou qui ne connaissaient pas d'autres méthodes pour éviter ces violences-là, au cours de ces formations, avec bien entendu des acteurs qui ont été renforcés, puisqu'il y a eu une formation des formateurs, et ces formateurs-là, c'est pour la plupart des inspecteurs et des directeurs préfectoraux de l'action sociale, qui maîtrisent également bien le sujet. Ils ont été renforcés, et à leur tour, étaient sur le terrain pour renforcer les capacités des enseignants et directeurs d'école. Au cours de ces renforcements, est-ce que vous avez mis l'accent sur la loi 020 qui interdit toute forme de violence à caractère sexuel sur les enfants? Je pense que c'est cette loi d'ailleurs qui a occupé la plus grande partie de ces formations, de ces renforcements de capacités à l'endroit des enseignants. Et nous avons insisté article par article et nous sommes allés jusqu'à même rendre plus facile cette loi
dans un français plus facile, bien entendu, pour que ce soit accessible aux citoyens lambda. Ça veut dire que les articles concernant les violences à caractère sexuel ont été retravaillés et traduits dans un nouveau document. Dans un français plus facile. Plus facile. Et donc, on a produit un livret en collaboration avec d'autres partenaires. Ce livret est mis à la disposition de la plupart des inspections dans lesquelles nous intervenons. Est-ce que le ministère était associé à la... Bien entendu, le ministère de l'Éducation était associé. Oui, parce qu'il y a le point focal sur ce projet, le conseil juridique. Conseiller juridique, bien entendu, il était impliqué. C'est lui d'ailleurs qui également nous a accompagnés dans ce processus de traduction en français facile de la loi 2022 portant protection des apprenants. Et nous sommes allés même jusqu'à imprimer des affiches avec des articles de cette loi pour sensibiliser encore plus les communautés, les parents et même les enseignants sur les dangers qu'ils courent en exerçant de ces violences-là sur les enfants. Est-ce que vous avez fait un peu un suivi, puisque la rentrée a commencé il y a 2 mois et demi à peu près? C'est vrai, nous avons fait un suivi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait prévu un recyclage après 1 an de cette formation. Nous avons pu constater que au moins 75% de ces enseignants qui ont été formés au premier tour, c'est vrai qu'ils ont assimilé toutes les notions en termes d'éviction de violence, en termes de développement de méthodes alternatives ou bien de sanctions disciplinaires positives et l'éviction forcément du bâton, bien des violences physiques, même des violences verbales. Je peux quand même avouer aussi que lorsque nous avons démarré le projet avec des sensibilisations, des ateliers de formation, des enseignants, des clubs, nous avons reçu sur une période de 6 mois, par exemple, des vagues souvent de dénonciation. Vous savez que ce n'est pas souvent l'habitude aussi de certains enfants, mais lorsqu'ils ont été renforcés, formés, il y a eu des dénonciations. Il y a eu un peu des cas de violence. Ce qu'ils n'étaient pas capables de faire. Ce qu'ils n'étaient pas capables de faire, ils l'ont fait. Et cela a permis d'attirer l'attention, cela a permis de travailler avec les responsables des établissements, les inspecteurs, les DRE, sur tout ce qui est revenu sur le terrain. Nous est revenu remonter du terrain. Et donc, sur cette base, nous avons toujours continué de travailler. Nous avons encore organisé un recyclage. C'est-à-dire que le contact est maintenu de toute façon avec le personnel d'encadrement et avec certains enseignants pour voir s'ils ont des difficultés de mise en œuvre. Tout à fait. Voilà. Et nous avons même au niveau de chaque école un point focal, bien un encadreur qui assure un peu l'interlocution entre les enfants et le corps enseignant. Et cela facilite les rencontres, les sensibilisations au niveau de l'école. C'est ça. Mais bien, à ce niveau, je voudrais un peu aborder l'aspect des parents. Oui, justement, c'est ce que j'allais introduire pour dire que, voilà. Dire à notre téléspectateur qu'on est en train d'aborder un peu les cibles sur lesquelles Cosette Togo est intervenu, parce que les enfants, ils vivent dans 2 foyers d'éducation. Il y a la famille et l'école. On vient d'aborder les acteurs de l'école. Maintenant, on va toucher la seconde cible, porteur d'obligations, eh bien, les parents. Oui, justement, nous avons renforcé également les capacités des parents d'élèves, des associations de parents d'élèves au niveau de chaque école, et les membres des groupements, les élus locaux. Et nous avons pu constater que dans certains établissements, comme d'ailleurs le circulaire de M. le ministre tout de suite le dit, il y a certains comités au niveau local qui ne fonctionnent plus comme cela se doit, notamment les comités de parents d'élèves. Et nous avons, par rapport aux 16 écoles choisies pour ce projet pilote, fait en sorte que ces comités de parents d'élèves soient dynamisés. Et dans la dynamisation de ces comités-là, c'est d'ailleurs ces comités qui ont aussi pris la responsabilité de l'organisation des sensibilisations communautaires et même d'un travail ensemble avec les clubs d'enfants et à travers les comités de parents d'élèves, les clubs d'enfants,
Des séances de travail ont eu lieu également avec les élus locaux, la mairie dans certaines localités, pour relever certaines situations difficiles de fonctionnement au niveau des établissements. Pour attester ce que notre invité est en train de dire, dans une de nos missions à l'intérieur du pays, on a poussé la curiosité et posé la question à certains élus locaux, à certains parents. Nous allons les écouter par rapport aux acquis et à tout ce qui s'engage à travailler aux côtés des écoles, aux côtés des parents, des chefs d'établissement pour assainir et rendre l'environnement véritablement favorable aux apprentissages. Nous ne devons pas, en tant que parents ou éducateurs, cesser de sensibiliser, d'être plus proches de nos enfants, de dialoguer, qui est la communication avec nos élèves, avec nos enfants à la maison. Le fait que nous donnions confiance à nos enfants et qu'il y ait communication régulière entre enfants et nous fera que l'enfant ne va pas écouter le dehors. Notre prochaine cible, c'est laquelle? On a parlé des enseignants, on a des parents, il y a les élèves. Et on était sur les comités qui n'étaient pas fonctionnels et vous les avez réactivés. C'est ça. Et en espérant que, au prochain suivi, vous verrez ce qui a véritablement changé. Tout à fait. Voilà. Maintenant, en dehors de cette cible-là, laquelle encore? Est-ce qu'il y a une autre cible? Est-ce que vous avez travaillé un peu avec les médias? Les médias locaux. Oui, les médias locaux. Vous avez fait un travail avec eux? Émissions, nous avons des émissions avec les radios rurales. On a des émissions avec eux. On a organisé des forats communautaires, des sensibilisations communautaires. Oui. C'est ça. Également, on a eu un atelier de renforcement de capacité avec les médias, mais élargi aux influenceurs. Élargi aux influenceurs. Bon, en tout cas, je vais parler des influenceurs au niveau national. On en a sélectionné au niveau de chaque région et on a tenu un atelier avec ces acteurs-là pour que, même dans leur travail, qu'ils puissent accorder une attention particulière et respecter, tant soit peu, les instruments nationaux et internationaux protégeant les droits des enfants. Dans la formation ou l'atelier organisé à l'endroit des influenceurs et des médias, est-ce que vous avez mis l'accent sur l'utilisation aujourd'hui des réseaux sociaux pour contribuer à la sensibilisation? Parce qu'aujourd'hui, c'est les contenus des réseaux sociaux, c'est ça qui est le vrai problème, qui devrait en principe aider à ventiler les informations, à continuer les sensibilisations. Vous avez mis l'accent là-dessus? Tout à fait. Nous avons mis un accent particulier sur vraiment ce point. Malheureusement, c'est vrai, le courrier du ministre l'a précisé, certains enfants qui continuent d'utiliser les téléphones en classe. Et c'est dommage, et je crois qu'il faut encore un travail de fond. C'est ça. Et là, je pense que les influenceurs doivent vraiment aussi être renforcés. Il ne suffit pas d'être derrière le téléphone et puis penser que ce que nous faisons, c'est pour nous seuls. Mais tout de suite, quand nous lançons ça, on ne peut pas imaginer ce que ça peut créer comme choc et au niveau des enfants qui doivent être normalement protégés. Et malheureusement, ces enfants, c'est en cela que moi aussi j'attire l'attention un peu des parents d'élèves qui doivent vraiment suffisamment aider leurs enfants. Ce n'est pas en offrant un téléphone à un enfant de la classe de 3e qu'on lui a fait un gros cadeau. Mais par contre, on peut plutôt lui acheter un livre. Oui. Parce que le téléphone en 3e, en seconde, première, en quoi ça aide l'enfant? Il vaut mieux plutôt laisser l'enfant grandir normalement. C'est ça. Et quand il aura son bac à l'université, je pense que l'enfant peut comprendre les risques liés au téléphone et pouvoir l'utiliser convenablement. Mais avant ça, les enfants, j'avoue que à un plus grand pourcentage, les enfants n'utilisent pas ça vraiment pour apprendre, mais ils utilisent juste pour découvrir les choses du monde, pour aller sur ce qui en réalité ne les arrange pas. De la même manière qu'il y a des futilités sur les réseaux sociaux, de la même manière on peut aussi apprendre les mathématiques. Ouais. Mais est-ce que les enfants consacrent leurs énergies? Et c'est en cela que les médias doivent contribuer. C'est en cela que les médias, même les influenceurs, devraient véritablement mettre ces contenus éducatifs au lieu de juste mettre
des éléments pour avoir des vues, comme d'autres le disent. Oui, il faut plutôt protéger et éduquer les enfants. Voilà, notre invité interpelle d'une manière ou d'une autre les parents pour que les parents assument vraiment leurs responsabilités. Et dans le cadre donc, de cette émission, nous avons tendu le micro au conseiller juridique du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Mais quand on l'avait interviewé, c'était le ministère seulement primaire secondaire. Maintenant, c'est rebaptisé ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Au nom donc du ministère, il a lancé un appel à l'endroit des parents d'élèves pour que vraiment ils assument leur part de responsabilité dans l'éducation des enfants. Et si nous travaillons dans un esprit de collaboration, de complémentarité, je crois que l'environnement scolaire que nous voulons est apaisant pour nos enfants. L'école sans violence, l'école amie des enfants devait être véritablement une réalité, mais pas seulement à l'école, mais aussi à la maison. Voilà. Et donc, on va suivre le conseiller juridique du ministère de l'Éducation nationale. La protection, l'éducation des enfants a toujours été au cœur des priorités du gouvernement. Et la réalisation de cet objectif-là participe d'un partenariat robuste avec les partenaires en éducation et les organisations qui œuvrent dans le cadre de la protection de l'enfant. L'appel qu'on peut lancer à tous les acteurs, c'est de rehausser la qualité de nos interventions, davantage de sensibilisation et davantage d'implication des parents, car l'école n'a pas à se substituer aux parents. Et donc, notre responsabilité, c'est de réengager les parents dans leur rôle d'éducateur et dans le suivi de ces enfants-là, et d'assurer pour tous les enfants du Togo un cadre serein, un cadre sécurisé pour l'éducation et pour leur épanouissement. Monsieur le chef projet, il nous reste juste 2 petites questions pour boucler cet entretien si riche, voilà, avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de témoignages des acteurs que vous avez formés. Et l'autre préoccupation, quels sont selon vous aujourd'hui les éléments de pérennisation de tout ce travail que vous avez fait en collaboration avec les acteurs étatiques, puisque vous avez dit que pour la formation, par exemple, des enseignants, c'est leur personnel d'encadrement, c'est leurs inspecteurs qui ont été responsabilités, qui maîtrisent très bien le module, et c'est eux qui ont travaillé au renforcement de leurs capacités. Oui, pour vraiment la pérennisation de toutes les actions que nous menons sur le terrain aujourd'hui, nous misons surtout sur les acteurs locaux. Nous misons sur les communautés, nous misons sur les parents d'élèves. Alors, et si je prends par exemple un milieu comme Tchamba, l'Arni, les acteurs, les groupements, les parents d'élèves sont constitués maintenant en groupe à travers ce projet, ensemble avec les clubs d'enfants. Et nous avons fait cela dans les 16 écoles où le projet École Amie des enfants est mis en œuvre. Et nous avons pu mettre tous ces acteurs-là ensemble. Et ces acteurs travaillent en collaboration. Aujourd'hui, lorsqu'il y a par exemple un enfant, une fille qui ne vient pas à l'école, il y a un comité qui est chargé de visiter la famille pour voir pourquoi l'enfant n'est pas venu à l'école. Voilà. Donc, ça vous donne un peu raison au ministre finalement. Tout à fait. Voilà, qui demande que tous les comités qui ont été mis en place puissent fonctionner normalement. Et là où il n'y en a pas, il faut rapidement les mettre en place. Justement. Et nous pensons également que, par exemple, ces exemples, ils donnent déjà des résultats dans les 16 écoles que nous de bonnes pratiques. Qu'on puisse implémenter cela, pourquoi pas, dans plusieurs autres milieux. Et donc, ces acteurs au niveau local, c'est à eux, normalement, qu'appartient l'école. C'est eux qui doivent assurer l'évolution, le bon fonctionnement de cette école-là. Et il faut responsabiliser chacun à sa tâche. Aujourd'hui, par exemple, si les parents d'élèves, les comités de parents d'élèves ne fonctionnent pas pour une école, c'est un problème sérieux. Le directeur à lui seul ne peut pas résoudre les problèmes. Les enseignants ne peuvent pas résoudre tous les problèmes des enfants. Donc, le comité des parents d'élèves doit assurer également un rôle. Voilà, donc ça, c'est un élément de pérennisation qui nous rassure de toute façon, tel que vous avez expliqué. Si c'est vraiment fonctionnel de façon pérenne, ça ne peut que nous rassurer. Justement, je pense qu'au niveau local, nous devons faire des efforts pour que ces organes qui sont mis en œuvre ou bien qui sont mis en place par les OS et les organisations de la société civile, la fin du projet ne signifie pas la fin
du travail à Bien faire sûr, bien sûr. pour faire agrandir l'école, pour l'évolution des enfants. Vous avez donné des outils, justement, des mécanismes. Justement, nous avons donné des mécanismes au niveau local et il faut donc mettre en œuvre, il faut pérenniser ces acquis-là. Aujourd'hui, les comités de parents d'élèves doivent s'auto-former. Les acteurs qui sont élus chaque année, je pense que l'arrêté 138 instaurant les comités des parents d'élèves dit qu'ils sont élus pour une période de 1 an. Pour les 1 an, ou bien l'année scolaire où vous êtes élu, faites l'effort d'assurer vraiment un grand rôle afin que les enfants de la communauté soient contents que oui, de telles personnes sont venues et ils ont fait fonctionner effectivement l'école. Aujourd'hui, je pense que nous lançons également un appel à ces parents d'élèves à travers l'UTAP qui existait mais qui aujourd'hui a du plomb dans l'aile, de pouvoir restructurer ces organes au niveau de la base afin que véritablement les écoles bénéficient de leur action et que l'école puisse assurer vraiment son rôle d'éducation de nos enfants. C'est ça. École amie des enfants, c'est le sujet que nous sommes en train d'explorer. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin donc, de cet entretien. Nous pensons que vous avez pris note de tout le travail qui a été fait et qui continue de se faire, qui doit en tout cas se poursuivre à la fin du projet de Creuser Togo. Voilà. On va donner l'opportunité à notre invité de nous dire son dernier mot avant de vous dire au revoir d'ici peu. Bien, comme dernier mot, je voudrais vraiment remercier la télévision togolaise, remercier également les partenaires techniques, notamment le ministère de l'Éducation nationale, voilà. et remercier tous nos partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet, et particulièrement pour cette émission, pour tout l'effort. Et un merci spécial également aux parents d'élèves. Les parents d'élèves, c'est vrai, c'est beaucoup d'efforts que vous fournissez, mais je pense que l'heure n'est pas à la démission, l'heure n'est pas à réduire l'élan, mais il faut plutôt persévérer pour le bien de nos enfants. Et merci également à nos partenaires Kida Resté Africa qui nous accompagnent sur le projet École Amie des enfants. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cet entretien qui a porté sur l'école amie des enfants. Il faut que toutes les écoles soient amies des enfants pour qu'un enfant qui accède à l'école soit content d'y être et qu'il travaille très bien pour performer et pouvoir avoir un bon profil de sortie tel que décliné dans le document de politique. C'est sur ce mot que nous disons merci à Creuser, merci à Christian qui est venu au nom de son organisation Creuser Togo pour partager toutes les contributions à travers ce projet pour contribuer à, faire asseoir le climat de sérénité, de cohésion et de bonne collaboration entre les élèves, entre eux, entre les élèves et les enseignants et à la maison entre les élèves et leurs parents pour le bien-être de nos enfants. C'est sur ce mot que je vous dis merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat sur l'éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.